Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Alter Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec une spécialiste du recrutement, Séverine Cousseau, qui accepte de nous partager ses trucs et astuces sur la préparation des entretiens de recrutement en visio. Bonjour Séverine et bonjour Sylvie. Bonjour à tous les deux et ravie d'être avec vous pour cet épisode numéro 2. Bonjour Séverine, bonjour Philippe, merci beaucoup de nous rejoindre Séverine, un grand plaisir de t'accueillir à nouveau. Pareillement. Alors dis-nous, trucs et astuces d'un spécialiste que tu es, du recrutement, pour mener des entretiens en visio. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu leur dirais? La transition est donc faite. La semaine dernière, nous avions parlé du CV et une fois que le CV est entre les mains du recruteur, se passe l'entretien et de nos jours, les entretiens se font beaucoup en visio, malheureusement. Donc vivement qu'on reprenne les entretiens en face à face. Mais on s'adapte. Alors, mes petites recettes pour bien passer un entretien à distance derrière son écran. Alors, je vais vous donner des petits trucs qui sont, je pense, très logiques et très basiques, mais néanmoins, c'est bien de les rappeler pour permettre aux candidats de marquer des points. Est-ce qu'on pourrait commencer par ce que tu observes déjà? Les petits trucs que tu observes, les petits couacs, les petits manques de préparation. Et après, dans la seconde partie, une fois qu'on a bien vu tous les problèmes, que tu nous fasses part justement des axes d'amélioration que tu identifies. Ok, parfait. Comment bien se préparer et comment éviter certains couacs? Les fondamentaux, ponctualité. Très souvent, les candidats ne sont pas toujours à l'heure derrière un écran. Autant avant, on pouvait avoir du retard à cause des transports. Aujourd'hui, on a moins d'excuses. Donc, être à l'heure. Ensuite, vérifier que les appareils fonctionnent. Alors, ça paraît aussi bête de dire ça, mais un entretien sur deux, au lieu de se passer par Teams ou par Zoom ou par Google Meet ou d'autres applications, se passe au téléphone parce que la visio ne fonctionne pas. Donc, 1 sur 2 quand même. Peut-être vérifier une petite heure avant l'entretien avec le recruteur que l'ordinateur va bien marcher. Ensuite, je pense que là où l'entretien visio est beaucoup plus difficile qu'en présentiel, et là où ça peut être un peu biaisé, c'est que derrière un écran, on peut ne pas être aussi assuré, ne pas être aussi convaincant, on peut être avachi sur sa chaise, manquer un petit peu d'aplomb. Donc, il faut faire attention, je pense, à la présentation et puis au fait de donner l'impulsion et de dégager de l'énergie lors de cet échange avec le recruteur. Alors justement, Séverine, puisque tu parles plus ou moins du cadre, toi, en tant que recruteuse, qu'est-ce que tu as besoin de voir, je dirais, en termes de cadre? Est-ce que tu as besoin de voir les mains, par exemple? Enfin, est-ce que tu as besoin d'avoir un arrière-plan? Enfin, je ne sais pas. De quoi tu as besoin? Je pense que l'arrière-plan n'est peut-être pas l'élément le plus important. Les mains... Sauf si tu as le linge qui sèche derrière. Les mains, on n'est pas effectivement lors d'une conférence ou dans un meeting politique où la gestuelle de l'orateur a beaucoup d'importance. On va surtout voir effectivement le buste et la tête. Donc, afficher un sourire, faire preuve effectivement de synthèse, avoir un discours clair et entraînant. Essayer de se donner toutes les chances de faire une bonne prestation. Alors que finalement, c'est pas toujours évident de se dévoiler autant lorsqu'on est chez soi que lorsqu'on va à l'entretien chez un recruteur, que ce soit un cabinet ou une entreprise. Donc voilà, c'est des petits détails auxquels je pense il faut faire attention, effectivement. Est-ce que tu dirais, Séverine, qu'entre la visio et le présentiel, quand tu recevais tes candidats en réel, en fait, dans ton bureau, est-ce que tu sentais une meilleure préparation vis-à-vis des entretiens quand tu les voyais physiquement?
Je pense que la préparation se fait de la même manière. Alors, il y a des personnes qui se sont bien renseignées sur l'entreprise et le poste qu'on va leur présenter. D'autres qui, peut-être faute de temps, ne l'ont absolument pas fait et découvrent un petit peu l'environnement de travail et la fonction et les missions. Je conseille toujours de passer un petit peu de temps sur le site internet de l'entreprise qui recrute pour avoir quand même des idées de grandeur sur l'activité, les chiffres, les périmètres, les développements. Ce qui est bien également, c'est de rendre l'entretien interactif. Je vais avoir tendance à demander à un candidat de se présenter, lui, son parcours, ses transitions professionnelles. J'apprécie qu'une personne me pose aussi des questions et ne fasse pas un monologue qui peut être un petit peu long et ennuyeux. Qu'elle montre de l'intérêt, tu veux dire, c'est ça? C'est ça, et puis essayer de donner les faits marquants de ses missions, de ses différentes expériences, pour essayer d'être concis, clair, synthétique, et que le recruteur se dise ah ben oui, là ça m'intéresse, là c'est pertinent. Philippe, tu me demandais effectivement ce que je pouvais constater parfois lors de cet exercice de présentation. Certaines personnes ont tendance à rentrer beaucoup dans les détails et au bout d'une heure à être encore sur la deuxième partie de leur parcours. Sachant que toi, tu as déjà leur CV, donc il faut que ce soit un complément du CV et pas la répétition du CV. Oui, et puis je pense que finalement, c'est notre client final à nous, cabinet, qui rentrera peut-être parfois dans des détails qui sont un petit peu plus techniques, qui sont un petit peu plus liés au poste aussi. Alors, quand tu chasses les personnes, Séverine, ils n'ont pas forcément connaissance de l'entreprise qu'ils recrutent réellement, puisque tu vas les chercher. Exact. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, justement, ne sachant pas et ne pouvant pas se renseigner sur l'entreprise qui recherche, ils n'ont que ton contact, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en préparation, Il y a deux cas, Sylvie. Alors, il y a des postes qui sont effectivement totalement confidentiels et pour lesquels on doit garder le secret jusqu'au bout. Et puis, il y a des postes qui sont ouverts et dès le départ où on peut donner le nom de l'entreprise pour aussi attirer un candidat. Pour bien répondre à ta question sur le candidat chassé, je pense que c'est plus à nous les recruteurs finalement de faire un acte de vente et d'être suffisamment séduisant et attractif pour donner au candidat de venir à l'entretien et ensuite de passer la prochaine étape et d'aller voir le client. Pour autant, le candidat chassé ne doit pas se reposer sur ses acquis et sur ses lauriers en se disant ça y est, c'est tout cuit. Oui, c'est pas parce qu'il est chassé qu'il ne doit pas quand même montrer un intérêt, un intérêt quelque part à cet entretien. C'est même d'être chassé, c'est quelque part, c'est que le recruteur lui montre un intérêt. Sinon, il l'aurait pas approché. Oui, et puis demander à la fin de l'entretien quid de la suite. Est-ce que j'ai une chance de rencontrer votre client? Quand pourrez-vous me donner une réponse? Souvent, j'apprécie aussi de recevoir un mail après l'entretien, réitérant les motivations de la personne. Est-ce qu'ils le font, ça, généralement? Enfin, est-ce que les personnes le font ou est-ce que ça se perd? Je trouve que les managers le font régulièrement. Ouais. Et ils nous écrivent à nous, ils nous écrivent aussi aux clients que la réponse ait été positive ou négative. J'ai un bel exemple qui m'est tombé la semaine dernière, un candidat à qui un client dit non, et le candidat se fend d'un mail habilement tourné et rédigé, à la fois manifestant sa déception et tout l'intérêt qu'il portait au poste, et en ouvrant le débat en disant qu'il est toujours dans la course et qu'il est toujours disponible pour échanger. Et j'ai trouvé que c'était très habile de sa part, sachant que le recrutement n'est pas bouclé. Est-ce que le client va changer d'avis? Nous ne le savons pas encore, mais nous verrons bien.
En tout cas, c'était très astucieux et judicieux de la part du candidat. Et puis c'est un peu de savoir-vivre aussi quelque part. C'est vrai. C'est de remercier, mais c'est de rester aussi dans la course. Et comme tu dis, c'est très judicieux et astucieux qu'il ait fait ça. Parce que ce sont ce genre de personnes que tu vas retenir, que tu vas te dire, bah tiens, même si c'est pas pour cette entreprise, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Oui, on en gardera un très bon souvenir. Voilà. Et puis, on aime bien suivre les candidats sur la durée. Donc, c'est tout à son honneur d'avoir fait ça, je trouve. Ok. Et si on revient pendant les entretiens, en termes de gestion du stress, puisqu'il y a souvent un stress lié à l'entretien lui-même, quelle différence tu fais sur la manière qu'ont tes interlocuteurs de gérer leur stress en visio par rapport à ce que tu constatais lorsqu'il y avait peu de visio ou pas de visio? Je ressens moins le stress lors d'un entretien par écran interposé que lors d'un échange en face à face. Donc c'est peut-être l'avantage de la visio si on doit parler des avantages. C'est vrai que lorsqu'on recevait une personne avant en vrai face à soi, on pouvait voir dans l'expression, dans l'allure, la tenue, lorsqu'on serrait une main, si la personne était très à l'aise ou un petit peu tendue. Aujourd'hui, ça s'est estompé et effacé. Donc, pour ça, les entretiens à distance, oui, ont eu du bon. C'est-à-dire qu'ils ont permis à certains candidats un petit peu timides ou effrayés de se cacher derrière leur écran. Donc c'est un des premiers avantages de la visio, on va dire. De ne pas transmettre tout ce stress qu'il pourrait avoir, ou d'anxiété ou d'angoisse. Hein. C'est pas forcément du stress très marqué. Peut-être de relativiser les enjeux aussi, voilà. Parce qu'on est chez soi, dans une forme de zone de confort. Peut-être que c'est plus simple de relativiser l'enjeu, notamment quand on fait des entretiens réels, qu'on se déplace, on prend 1 heure de transport, qu'on arrive, on rentre dans une entreprise qu'on connaît pas, dont on connaît pas les locaux. Enfin, il y a quand même tout un cérémonial qui peut formaliser un petit peu son approche de l'entretien qu'on n'a pas en visio du coup. Oui, c'est vrai que l'avantage aussi du gain de temps par rapport au transport, c'en est un autre. Après, moi, je suis convaincue que rien ne remplace un vrai rendez-vous sur un site, au siège d'une entreprise, sur un entrepôt logistique. On a besoin de sentir les choses, l'environnement de travail, l'ambiance, de parler à une hôtesse d'accueil, tout ce qui se faisait avant, en fait. Hein. Et moi, il me tarde et j'ai hâte de reprendre le chemin des vrais entretiens. Je commence à le refaire, tant sur Paris qu'en province. Je re-rencontre des personnes en vrai et ça fait du bien. Et c'est un grand bonheur. Et j'espère qu'un jour, alors bon, la visio existera toujours, mais j'espère que l'équilibre sera rétabli entre le présentiel et puis le à distance. Une des pistes, ça pourrait être que le distanciel permet une petite transition. Par exemple, le premier contact en distanciel qui permet de baisser un peu en pression pour celui qui est recruté. Et ensuite, les phases normales où on se rend compte. Mais c'est vrai que ça peut être une étape. Je me mets à la place de quelqu'un qui est très timide ou très stressé par rapport à ses entretiens. Ça peut être une étape un peu intermédiaire. Et la fois où il va, par exemple, te rencontrer physiquement, il y a déjà eu une visio avant. Donc, c'est un peu plus... tu arrives un petit peu plus relaxé, tu connais déjà la personne un petit peu. Donc voilà, ça peut être une phase de transition. Et je ne veux pas changer ton métier, hein, Séverine, mais c'était juste une suggestion. Mais je pense que toutes les idées sont bonnes par rapport à cela. Est-ce que dans les prochains mois et années, on va essayer d'optimiser son temps en faisant plus de la visio comme tu dis, Philippe, je pense que toutes les options sont bonnes. Mais je pense qu'un entretien final et décisif se fera en général en face à face et les premiers échanges, tu as raison, peuvent se faire par la visio. Du gain de temps pour tout le monde, en fait. Après, la convivialité d'un entretien, le fait de partager un café, ouais, ça c'est intéressant. Pas ça non plus, ouais. Et au niveau des durées d'entretien, est-ce qu'il y a des différences là aussi entre l'entretien réel et l'entretien en visio? Mes entretiens en visio sont plus courts que mes entretiens
en présentiel. On est peut-être un petit peu plus timé. On s'est bloqué effectivement 7h ou 7h30 et on essaye de ne pas déborder. Auparavant, on était un petit peu plus souple et on pouvait vraiment passer plus de temps avec une personne. Bon, tout dépend de la manière dont se déroulait l'entretien, bien sûr. Hein. Mais voilà, je constate aujourd'hui que les entretiens se font en visio, que ça permet de gagner du temps, à la fois que les recruteurs, nos clients sont débordés. Voilà, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on faisait avant ? Avant d'arriver à faire 3-4 entretiens en face à face dans la journée, les gens passaient plus de temps dans les transports. Aujourd'hui, tout est plus simple et le temps est gagné aussi. Mais pour autant, les journées sont à rallonge et on commence plus tôt, on finit plus tard. Alors, quid de l'avenir ? On ne sait pas, on va voir. Alors, pour résumer, Séverine, tu nous disais, première petite astuce pour bien préparer son entretien de recrutement, c'est tout d'abord vérifier son matériel. Quand on est candidat et qu'on a un entretien avec un recruteur, on vérifie son matériel. C'est-à-dire, est-ce que ma caméra fonctionne ? Est-ce que j'ai une connexion Internet digne de ce nom ? Est-ce que j'ai bien installé le bon logiciel, etc., etc. Voilà. Est-ce que tout fonctionne, ma caméra, l'audio et sa préparation physique également. Voilà, on fait un petit test avant, 1 heure avant l'entretien, on regarde si tout marche bien et puis... Et voilà. Et ensuite, tu nous disais, c'est avoir le sourire, être détendu, agréable, voilà, montrer un intérêt aussi aux recruteurs et à ce qu'ils proposent comme poste. Mais aussi soigner son apparence physique. C'est pas parce qu'on est chez soi qu'on va faire un entretien en pyjama, en gros. Hein. On est bien d'accord. Qu'on ne le verra pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des pyjamas qui sont très propices à passer des entretiens, peut-être. Mais Bon, en tous les cas, se préparer déjà avec tout ce qui est matériel et se préparer aussi soit... pour les femmes, si vous avez l'habitude de vous maquiller, maquillez-vous, mesdames. Restez naturelles, restez comme vous êtes d'habitude. Si vous ne maquillez pas, vous n'allez pas vous maquiller spécialement pour un entretien. Absolument. Après, on n'est pas soi-même. Restez soi-même, en fait. C'est ça, en fait. Rester soi-même et puis, tout donner sur ce temps passé avec le recruteur et que le recruteur sorte de là en se disant « Ah là là, cette personne, elle m'inspire, elle a du dynamisme, elle me donne envie de lui faire poursuivre l'aventure. » Alors, tu disais que, et c'est vrai, je suis assez d'accord, mais on ne peut pas tout voir en visio parce qu'on ne voit que le buste, on n'a pas tous les gestes. C'est vrai que c'est positif parce qu'on ne sent pas l'angoisse ou le stress de la personne, enfin en tout cas pas trop, beaucoup moins que quand on est en présentiel. Qu'est-ce que tu donnerais comme astuce pour que les personnes soient justement pertinentes, dynamiques, sur quel point elles peuvent appuyer pour que ça ressorte encore plus en visio par rapport à l'entretien? Après, encore une fois, tout dépend peut-être du poste qu'on propose et de la fonction occupée par le candidat, la candidate. Il est certain que sur des postes en IT ou des postes en finance, on a peut-être des personnes qui seront plus posées, plus réservées que des profils vente, que des profils opérationnels. Donc, comme tu le disais, Sylvie, on va pas changer la nature des gens. Non. Pour autant, comme effectivement on perd un petit peu en puissance et en impact quand on passe un entretien derrière un écran, il faut vraiment essayer de rendre l'échange vivant, que ce soit effectivement un moment de partage agréable et convivial. Oui, le sourire, c'est super important parce que on va se dire, ah là là, cette personne, voilà, elle est d'humeur joyeuse, elle est enthousiaste, et on s'en souviendra davantage que quelqu'un qui est peut-être un petit peu terne, qui se cache, qui n'est pas très loquace. Donc
Voilà, essayer d'avoir un dialogue fluide et puis poser des questions, ne pas se retenir, Ouais, se lâcher, en gros. se J'entends lâcher. bien. Voilà. Préparation du CV aussi également, tu disais. On connaît son CV, c'est notre parcours, on le connaît par cœur. Donc ne pas réciter le CV, ça sert à rien. C'est pas ce que tu veux entendre. Toi, ce qui t'intéresse d'entendre, Séverine, en priorité, c'est quoi sur le CV? Ouais, sur C'est les là, expériences. ouais, je pense que l'adéquation entre les expériences et le parcours et le poste proposé, ça c'est très important. Euh, Pouvoir peut-être appuyer et illustrer par des exemples et des réalisations une partie de son parcours qui intéressera le plus le recruteur et ne pas se noyer dans un tas de petites choses et de petits détails finalement qui vont pas avoir d'importance lors de ce premier entretien, comme on le disait tout à l'heure. Mhm. Tu disais, tu fais combien ton timing d'une séance d'entretien, c'est à peu C'est près une combien de heure, temps? c'est Une une heure. heure à 1 heure et demie. Ouais, ok. C'est ce que tu pratiques aussi en présentiel, hein, c'est la même chose. Absolument. Ok. Donc les gens, c'est important, vu que avant ils se préparaient pour présenter leur CV et leur parcours. Aujourd'hui, c'est la même chose. Sauf qu'ils vont devoir être plus efficaces. Tu me dis, hein, si je résume bien, être plus efficace, plus loquace, plus dynamique et surtout être synthétique sur leur parcours et donner des exemples par rapport à leur CV où il y a des faits marquants, en fait. C'est ça que tu cherches. À Et puis montrer le CV, on peut Oui. peut-être, pardon, je te coupe Sylvie, Non, vas-y. le montrer aussi autour de soi, à sa famille, à des collègues ou anciens collègues, pour avoir aussi un autre avis. Je trouve que la lecture d'un CV, ça peut être très subjectif. Il y a des recruteurs qui conseillent de mettre un pavé sur les compétences d'abord et les expériences ensuite. Moi, je préfère voir tout de suite les expériences et je pense que les compétences, on va en parler ensemble. Mais un CV dès le départ qui est clair et qui donne envie d'être lu, déjà, c'est un premier bon point. Mhm. Alors, tu as des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec la caméra, hein, qui ça leur fait un effet répulsif, on va dire. Euh, je parle sous couvert de Philippe, parce qu'on pratique de la même façon. En coaching, quand on est sur de la prise de parole en public, tu vois, pour aider les gens à mieux s'exprimer, à pouvoir parler devant un auditoire, on les fait travailler justement sur se filmer. Se filmer pour qu'ils se rendent compte de ce que rend leur image, parce que c'est souvent l'image qui dérange la personne, c'est sa propre image qui dérange. Donc, si moi je peux rajouter un petit conseil par rapport à ce que tu disais et tous les conseils que tu as pu donner, ce serait celui-là, c'est préparez-vous, filmez-vous, regardez comment vous parlez, vous évoluez, vous bougez, même assis, parce qu'on peut très bien bouger les mains, c'est pas toujours facile, mais pour avoir ce dynamisme justement, filmez-vous et préparez-vous à l'avance. Et Comme ça, vous aurez un retour. Je rajouterais, Sylvie, que le fait de se filmer permet de se regarder comme un œil extérieur, un petit peu plus en tous les cas. Donc, on arrête vite de se focaliser sur le fait de « je ne me reconnais pas », par exemple, pour se focaliser sur qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui ne me plaît pas. Comme si on était une autre personne qui regardait, en l'occurrence, soi-même. Très efficace. Ouais. Donc Et voilà. moi, j'espère vous envoyer beaucoup de candidats et de clients après qui pourront avoir recours à vos services et vous êtes des magiciens et je pense que vous pouvez effectivement faire changer aussi les gens et puis les rendre plus performants. Donc, Ah bah merci Séverine. Mais on c'est va faire vrai de que grandes choses ensemble. Alors, on n'est pas magicien, quoique parfois on a une baguette magique en coaching, mais nous ne sommes pas magiciens. Mais par contre, la force, et moi je le dis toujours, que ce soit toi, Séverine, au niveau du recrutement et
Et nous, au niveau du coaching ou de la formation avec Philippe, les personnes ont toutes les ressources en elles. Elles ne savent juste pas les exploiter. Et voilà, c'est ce que nous, on fait passer en coaching. Toi, c'est ce que tu essayes de faire passer, de faire ressortir tous les aspects positifs en recrutement de la personne, qu'elle se vende en fait quelque part, parce que les gens n'ont pas l'habitude. Même s'ils savent le faire, parfois, c'est pas toujours fluide. Et surtout en visio, ça perd un peu certaines personnes se reconnaissent pas, comme disait Philippe. Oui, après, je rassure les personnes qui seront en entretien avec moi ou avec mes collègues. Je dis souvent, on n'est pas de la police, on n'est pas là pour vous arrêter, on est juste là pour échanger et puis après, on prend du recul. Et il n'y a pas d'entretien parfait de toute façon, donc on n'éliminera personne, même si l'entretien n'a pas été facile pour le candidat ou un peu moyen. Au contraire, on fait preuve aussi de discernement chez Talennance. Oui, puis ça ne veut pas dire que la personne n'a pas réussi pour ce poste, parce qu'elle n'est pas en adéquation avec ce que toi ou ton client recherche. C'est pas parce qu'il est en visio ou en présentiel, ce sera la même chose. S'il ne convient pas parce que pour X raisons, il peut très bien convenir pour un autre client. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Absolument. Ok, super. Eh bien, super. C'était vraiment passionnant. Oui. C'était vraiment passionnant, Séverine. Plein de trucs et astuces, en effet. Et puis aussi, vraiment la valeur ajoutée supplémentaire, c'est ta vision, parce que tu as une vision. Et quand Sylvie parlait justement de la posture du fait de penser que ce sont les personnes qui ont les ressources, eh bien, pour avoir déjà échangé avec toi, Séverine, on voit bien que c'est aussi ta manière de voir les choses, que tu n'arrêtes pas arbitrairement la perception que tu as de quelqu'un comme si c'était la personne dans son entièreté. Non, tu vois qu'il y a des... Voilà, tu pondères, comme tu disais, et tu sais discerner. Donc, c'est vraiment intéressant d'échanger avec toi sur ces sujets. Et je te remercie beaucoup, Sylvie. Je te passe la parole. Merci, Philippe. Merci, Séverine, de t'être prêtée encore une nouvelle fois à ce podcast et à cette interview. C'est toujours très intéressant, très riche. On se permettra de te recontacter si nous avons d'autres sujets. Si tu en es d'accord. Plaisir, je serai toujours là et disponible. Super. Vraiment, c'est très plaisant. Ça me fait une belle pause aussi dans mon quotidien de recruteur, de répondre à vos questions. C'est très ludique et très plaisant. Donc, mille merci. Merci à toi en tous les cas. On va se quitter pour aujourd'hui et puis on se retrouve bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci.